On va pouvoir commencer cette session officiellement. Moi, je suis Cécile Cloutour, coordinatrice générale de la Fédération de l'art urbain. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Donc, cette session est enregistrée. À vous dire déjà qu'on est heureux de vous retrouver nombreuses et nombreux avec nous. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. La Fédération de l'art urbain, pour dire deux mots, a l'habitude d'organiser des sessions d'information de ce type. Ça fait partie vraiment de ces missions d'accompagnement des porteurs de projets culturels, des artistes, des porteurs d'associations qui veulent accompagner les créations dans l'espace public ou diffuser ces créations, notamment à travers la publication et l'édition qui nous concerne plus spécifiquement ce soir. Des sessions d'infos, on en a déjà organisé de nombreuses que vous pouvez retrouver sur le site de la Fédération. Il y a un onglet qui est dédié. Et donc, à chaque fois, vous avez des replays. Donc, c'est vraiment un outil qui est gratuit, ouvert à tous et qui peut vous être utile même par la suite. Je vais pouvoir partager mon écran. Normalement, vous voyez la session d'aujourd'hui, que je vais mettre en grand. Donc, avant de laisser la parole à Christian Modéo et Caroline Perrault, donc je vous mets à l'écran un petit peu les enjeux de ce soir concernant la production et la commercialisation d'un livre, avec le texte que vous avez peut-être lu avant de vous inscrire. Et donc, remercier vraiment très sincèrement Christian Modéo, qui est fondateur de la librairie Le Grand Jeu et aussi membre fondateur de la Fédération de l'art urbain, et Caroline Perrault, qui est donc créatrice des éditions Harpon et qui va animer cette session avec Christian. Donc, on les remercie vraiment très chaleureusement. Vous dire que cette session va durer environ 1 heure et demie, avec un temps de présentation animé par Christian et par Caroline, et ensuite un temps de questions-réponses avec vous, si vous avez vraiment des points spécifiques à aborder dans le cadre de cette formation. Voilà, donc je vais laisser la parole à Caroline Perrault et à Christian Modéo pour qu'ils se présentent. Et puis, écoutez, bonne session à toutes et à tous. Merci. Honneur aux filles, Christian. Absolument. Ok, donc bonjour à tous et je suis très heureuse d'être là et je vous remercie d'être venus assister à cette session sur la question de l'édition de livres d'art, notamment, et de la diffusion des livres dans les réseaux de librairies. Donc, je m'appelle Caroline Perrault, j'ai créé les éditions Harpon il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et nous créons des livres objets avec des artistes en collaboration avec des directeurs artistiques qui ont une place importante dans notre structure. Et on aide des artistes à pousser leurs projets de créatifs vers le public sous la forme d'un livre. Voilà. Et donc, moi, comme l'a dit Caroline, bon, déjà, je tenais à remercier Cécile et la Fédération pour avoir accepté l'idée de monter une rencontre autour de la production et la commercialisation d'un livre, qui est né d'un constat très simple. Étant libraire depuis quelque temps maintenant, je suis, on va dire, un des rares. Les libraires sont parmi les rares acteurs de la chaîne du livre à avoir pignon sur rue. Et j'accueille régulièrement à la librairie des personnes qui ont deux problématiques différentes. C'est soit ils ont envie de publier un livre et ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, soit ils ont publié un livre, que ce soit à compte d'auteur ou en tant qu'éditeur, et qui cherchent, on va dire, une manière de le diffuser. Et c'est là où, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une vraie méconnaissance, ce qui est tout à fait normal de la part du milieu de l'art urbain, mais non seulement de comment, en fait, on produit, on fabrique et on commercialise un livre. Et je me suis dit que plutôt que répondre à la fois à toutes les questions à la librairie, même parce que je n'ai pas les compétences sur toutes les on va dire, partie de la chaîne du livre, il aurait été plus intéressant d'organiser cette session. Et puis, sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai créé la librairie Le Grand Jeu, qui est une librairie spécialisée en culture urbaine, sous-culture, voilà, si on peut dire, qui est basée à Paris dans le 11e arrondissement. Et
Et j'ai une double casquette parce que j'organise aussi des expositions en tant que commissaire d'exposition. Voilà. Mais je pense que je laisse la parole à Caroline pour commencer à parler de livres et de comment on fait les livres. Ok, donc je vais vous faire une présentation un peu générique et puis sur le métier d'éditeur. Donc ça va pas forcément répondre tout de suite à vos questions qui sont peut-être très spécifiques à des cas particuliers, mais n'hésitez pas, comme disait Cécile, à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat et on viendra sur des choses plus particulières en deuxième partie de la session. Pour commencer, je vais vous faire une sorte de panorama du métier et du contexte dans lequel on exerce, qui sont des informations que moi j'ai surtout apprises sur le terrain. Et en fait, c'est des informations qui pour moi aujourd'hui paraissent évidentes, mais je sais que en fait la chaîne du livre est assez méconnue et assez mal comprise. Et donc même ces informations qui sont voilà, un premier niveau d'information, je pense que ça peut vous donner une première vision qui n'est pas inintéressante. Donc, l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait? L'éditeur, il est responsable souvent d'une collection de livres, en particulier quand il bosse dans une grosse maison d'édition où il va y avoir un grand nombre d'éditeurs qui collaborent et qui sont responsables chacun d'une collection de livres. Ou alors, il est responsable d'une maison d'édition à part entière, donc souvent dans les plus petites structures. Et dans ces cas-là, il va être responsable de l'intégralité de la gestion et du suivi des livres de sa structure. Donc, il y a 3 grands types d'éditions à connaître. C'est l'édition à compte d'éditeur. Donc, c'est l'édition la plus classique quand on parle d'édition. C'est quand vous allez publier votre livre chez un éditeur et que c'est l'éditeur qui est la caution financière de la production du livre. Vous avez l'édition à compte d'auteur. Donc, dans ces cas-là, vous allez travailler aussi avec un éditeur, mais c'est vous qui allez apporter l'argent pour financer votre livre. Et vous avez l'auto-édition, qui est le cas de figure où vous allez en autonomie produire votre ouvrage et le porter vers le public comme vous pouvez, avec les moyens qui sont les vôtres et sans vous faire accompagner par un éditeur de métier. Moi, j'ai pas de jugement de valeur sur ces trois façons d'exercer l'édition. Je pense que tout peut être valable, à condition de respecter simplement les règles de la production des livres et un certain nombre de démarches qui font partie du métier pour avoir un résultat un peu professionnel et un peu correct. Donc, on va passer sur la chaîne du livre. Donc, l'éditeur, moi, je vais vous parler surtout de ce que je connais, c'est-à-dire être éditeur dans une petite structure où, en fait, je fais un peu tout. Et dans ces structures, l'éditeur, il est assez chef d'orchestre parce qu'en fait, il va animer une communauté de participants à la création du livre. L'éditeur, il n'est pas magicien, il ne fait pas le livre tout seul. Je crois d'ailleurs que le plus grand talent d'un éditeur, c'est de savoir s'entourer d'une équipe qui sait porter son projet. Donc, qui forme cette équipe? Vous avez alors l'auteur, mais l'auteur ici, on va parler d'artistes. Quand je vais parler d'auteur dans cette session, disons que c'est les artistes qui viennent me solliciter pour faire un livre. Ça n'empêche pas qu'on va aussi solliciter des auteurs au sens de texte si on a besoin d'accompagner le travail artistique de différents textes dans les ouvrages. On va aller travailler avec des créatifs qui sont les maquettistes, les graphistes, les directeurs artistiques qui vont nous aider à mettre en forme le livre. Ensuite, on va rentrer dans la chaîne de l'imprimé. Donc, on va aller travailler avec des photograveurs qui font le travail sur la retouche d'image et on va travailler avec des imprimeurs pour la fabrication du livre. On va travailler éventuellement avec des traducteurs si on a besoin de travailler avec des traducteurs. Il peut y avoir d'autres interlocuteurs dans le cadre d'un livre. Ça peut être spécifique à des livres particuliers, des correcteurs, par exemple, et d'autres. Voilà, là, vous avez un peu la structure de base d'une équipe éditoriale. Et puis l'éditeur, on est au milieu et puis on va aller faire fonctionner cette petite communauté pour créer le livre qu'on souhaite faire. Alors, oui, je vous disais, les étapes de la production du livre, donc cette fameuse chaîne du livre, que vous soyez dans une grosse maison ou que vous soyez dans une petite maison d'édition, globalement, les étapes sont les mêmes.
Et ce qui va changer, c'est l'interlocuteur, puisque dans une petite maison, vous allez être plus impliqué dans les différentes étapes de la production, et dans une grosse maison, vous allez sans doute avoir affaire à un référent en particulier. Et en ce qui concerne l'éditeur, dans une grosse maison, sa tâche va être plus de coordonner le projet, alors que dans une petite maison, ça va être vraiment de gérer les étapes de A à Z. Donc les étapes, on va les détailler ensemble maintenant. Donc la première étape d'un projet éditorial, c'est de choisir ce projet. Donc il y a deux grandes façons d'avoir un projet qui nous arrive entre les mains. C'est soit un auteur, un artiste qui nous contacte de sa propre initiative et voilà, auquel on répond parce que le projet nous intéresse, ou alors c'est une personne qu'on va rencontrer dans un contexte XY et auquel on va proposer de collaborer. Et aussi, on peut simplement avoir envie de collaborer avec un artiste qu'on ne connaît pas du tout et auquel cas on peut être amené à contacter des personnes qu'on ne connaît pas. Y a pas de, moi, j'ai pas de proportion plus importante de l'un ou l'autre. Il y a des artistes que j'ai publiés qui sont venus me présenter des projets de leur propre initiative. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans des contextes professionnels ou non professionnels. Et voilà, il n'y a pas vraiment de règles. La deuxième étape de création du livre, ça va être toute la partie conception, coordination éditoriale. Donc, c'est vraiment toutes les tâches de production du livre. Donc, à l'intérieur de ça, il y a le travail éditorial. Donc, ça veut dire de vous accompagner sur la conception éditoriale et graphique de votre livre. Nous, chez Harpon, c'est une de nos particularités, je pense, c'est qu'on accorde beaucoup d'importance à cette étape. On n'aime pas avoir des projets qui nous arrivent tout faits entre les mains. On aime bien travailler avec les artistes en collaboration avec les directeurs artistiques pour arriver au projet qui soit le plus juste possible dans sa conception. Vous pouvez aussi proposer une maquette toute faite à un éditeur si vous le souhaitez. Et il y a des éditeurs qui apprécient aussi cette démarche. Donc, c'est assez différent d'une personne à une autre. Dans le travail éditorial, on va s'occuper de toutes les étapes de production du livre. Donc, on va rassembler la matière, donc les images, les textes éventuellement, une bibliographie s'il y a besoin, des biographies bien souvent, tout ce qui va pouvoir alimenter, enrichir le livre dans ce qu'on a envie de lui faire dire. Je pensais à des chronologies, voilà, tout ce qui va constituer l'intérieur du livre, les contenus du livre. Donc on va les compiler, les organiser. Et ensuite, on passe dans la phase où on va créer la maquette, donc organiser tous ces contenus dans un séquençage au sein du livre qui fonctionne et qui va donner l'identité du projet. Donc moi, je dis toujours, vous allez faire le même projet chez deux éditeurs différents et vous n'arriverez jamais au même livre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de choisir l'éditeur avec qui on travaille, c'est que y a une touche chez chaque éditeur et si vous y allez par affinité, c'est intéressant pour pousser votre projet le plus loin possible. Voilà. Ensuite, on va passer aux étapes de fabrication. Donc, on va demander des devis, évidemment, aux imprimeurs par rapport à l'objet qu'on a conceptualisé. On va choisir l'imprimeur qui est capable de répondre à notre demande. Et puis, on va faire tout le suivi de fabrication. Et dans cette étape, on peut être amené, comme je disais tout à l'heure, à travailler avec des photograveurs qui sont des gens qu'on connaît peut-être un peu moins de la chaîne du livre, mais qui vont traiter les images avant l'impression, de façon parfois à uniformiser, en tout cas à harmoniser plutôt, l'ensemble des contenus dans l'ouvrage, qui parfois viennent de sources extrêmement disparates. Par exemple, vous pouvez faire un livre avec des images qui sont originellement des diapositives, des photographies imprimées qui datent des années 90 et qu'on scanne, des photos de téléphone portable. Voilà. On n'a pas toujours une qualité optimale de visuel, notamment dans l'art urbain quand on fait des ouvrages. Donc, le photograveur peut intervenir au moment avant l'impression pour mettre un petit peu de liant dans tout ça et harmoniser la colorimétrie des visuels. Voilà, et ensuite, on suit la fabrication avec l'imprimeur, ce qui peut nous amener à aller sur le site d'impression, suivre voilà, l'impression des différents cahiers du livre
et donner notre caution, notre accord pour chaque étape de l'impression du livre. Donc ça, alors, il y a quelqu'un qui... J'ai coupé les sons. Voilà, je crois que c'est bon. Je coupe le son. c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc là, je vous ai décrit le travail éditorial et à côté de ce travail, qui est celui qui, je pense, vous intéresse le plus, et moi aussi d'ailleurs, et ben, il y a tout un travail administratif à prendre en charge quand on est éditeur, qui est évidemment de faire le contrat avec les auteurs, donc avec l'artiste, avec les autres auteurs éventuellement et avec tous les différents intervenants pour le livre. Toute collaboration pour le livre peut donner lieu à un contrat, mais celui de l'auteur est quand même celui qui est le plus important dans ce cadre-là. On va demander des devis de collaboration pour les correcteurs, pour les photograveurs, pour les imprimeurs. On va monter un budget, et ça, c'est quelque chose dans un livre qui est très important. C'est surtout dans le livre d'art, c'est que faire un livre d'art, ça coûte rapidement cher, beaucoup plus cher que des livres de texte, et ça demande d'anticiper cette question du budget et d'aller chercher des partenaires, d'aller chercher des moyens de financement qui ne sont pas forcément la vente du livre. Dans le livre d'art, il faut savoir que c'est très difficile de rentabiliser un livre juste avec des ventes. Ça n'arrive quasiment jamais. D'où l'importance de prévoir toute une stratégie de financement qui peut prendre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans à mettre en place. Donc, c'est vraiment pas une mince affaire. Vous avez des subventions, mais qui ne sont pas si nombreuses que ça. Vous avez le crowdfunding que vous connaissez déjà sans doute. Vous avez la possibilité d'avoir des partenariats privés. Quels que soient les moyens que vous décidez de mettre en œuvre, en tout cas, c'est une dimension vraiment importante de la création d'un livre. Et dans mon rôle d'éditeur, je pense que c'est la partie qui me prend le plus de temps, même si j'aimerais que ça ne soit pas le cas. Ensuite, en tant qu'éditeur, on est amené à assurer le respect du planning de production du livre. Donc, parfois, on est amené à définir une date de publication par rapport à une exposition d'un artiste, par rapport à un événement qui va se passer à un instant T. Et dans ces cas-là, il faut cadencer la réalisation du livre de façon à respecter le planning. Et c'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance aussi de qu'est-ce qui prend quoi comme temps à être fait. Et je pense notamment à l'impression, où on a toujours l'impression qu'une fois qu'on en est au stade d'imprimer son livre, on a fait le plus gros, mais en fait, imprimer un livre à l'heure actuelle avec la surcharge de travail des imprimeurs et toutes les difficultés sur l'approvisionnement en papier qu'on connaît actuellement, bon, ça peut prendre 2 mois entre l'envoi du fichier d'imprimeur à l'imprimeur et la livraison des livres. Voilà, donc nous, en tant qu'éditeur, on s'assure de faire avancer notre affaire comme on a besoin qu'elle avance. Et on gère toute la comptabilité autour de la production des projets. Donc, vous avez le livre que vous êtes en train de faire ou les livres que vous êtes en train de faire, mais vous avez aussi tout l'historique de la maison d'édition derrière vous. Et il faut, comme toute entreprise, assurer la comptabilité de la structure. Voilà, donc là, je vous ai décrit l'étape 2 de coordination éditoriale avec toutes les étapes. Pardon, Caroline, juste, je ne sais pas si tu vois mon écran. Non. Ok, donc là, j'ai mis une slide sur les compétences de l'éditeur. Ouais. Donc, j'ai encore 2 étapes, mais t'inquiète pas, je vais finir par y arriver. Je pense que je suis encore au-dessus. D'accord, pardon. Voilà, là, on va passer à l'étape 3 sur la commercialisation. Donc ça, c'est une question qui doit vous intéresser, notamment si vous faites de l'auto-publication, de l'auto-édition. En tant qu'éditeur, on peut être amené à diffuser les livres nous-mêmes, c'est-à-dire à se créer notre propre réseau de diffusion à partir de rien, c'est-à-dire d'aller contacter des libraires et de commencer à travailler avec eux. Mais ce qui se passe le plus souvent quand on a plusieurs années d'expérience derrière nous, c'est qu'on finit par travailler avec un diffuseur-distributeur qui est une structure qui va prendre en charge la commercialisation des livres pour nous. Et c'est vraiment une étape très importante de la vie du livre. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir travailler avec un professionnel. Et donc, on va lui déléguer une partie des tâches, l'ensemble des parties des tâches liées à la commercialisation du livre. Pour ça, on va préparer des argumentaires commerciaux avec eux. Donc, par exemple, moi, j'ai un distributeur qui s'appelle Interart. Ils ont une équipe de représentants qui vont faire la diffusion auprès des libraires.
et ils ont une équipe de manutenciers sur place qui vont faire la distribution, c'est-à-dire emballer les livres, les faire partir dans les points de vente. Voilà, donc nous, on fournit toutes les informations commerciales au distributeur et ensuite, c'est lui qui va se charger de prendre contact avec les points de vente, placer les livres et de les envoyer là-bas par son circuit de distribution. Donc ça, c'est vraiment un point très important sur lequel reviendra peut-être un petit peu Christian quand il vous parlera des librairies. Je peux juste ajouter une chose qui, je pense, peut être importante à savoir à ce stade, c'est qu'au fait, les diffuseurs ne travaillent pas, à ma connaissance, avec des auteurs qui ont auto-publié leurs livres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas intégrer juste un livre d'un auteur dans leur catalogue, ils ne travaillent qu'avec des éditeurs qui peuvent leur proposer un catalogue de plusieurs livres. Oui, alors je vais compléter ce que dit Christian parce que c'est effectivement un point qui est intéressant. En fait, quand on veut faire un livre, il faut se faire choisir par plusieurs personnes. Donc, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, on est choisi par un éditeur et en tant qu'éditeur, on est choisi par un distributeur. Donc, c'est clairement pas nous qui allons choisir le distributeur avec lequel on travaille, même si on peut être amené au bout d'un moment à choisir son distributeur, mais on doit faire ses preuves et au bout d'un moment, un distributeur acceptera de nous intégrer à sa team d'éditeurs. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et faire ce travail pour nous. Donc, pour vous donner un exemple, moi, ça fait 12 ans que j'ai la maison d'édition et pendant les 4 premières années, j'ai fait la distribution toute seule, la diffusion-distribution complètement toute seule. Ça veut dire contacter les libraires, ça veut dire faire les cartons, ça veut dire aller à la poste, ça veut dire rappeler les libraires, ça veut dire... voilà, c'est beaucoup de travail et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est potentiellement un luxe d'avoir un bon distributeur qui fait ce travail-là à notre place. Voilà. Et quatrième étape du travail sur le livre en tant qu'éditeur, c'est la communication. Donc, une fois que votre livre il est prêt, il est arrivé, il faut le faire connaître du public. Donc, évidemment, les placements en librairie, c'est une partie de la communication. Un livre qui est visible sur les étapes de librairie, c'est déjà de la communication, mais on peut activer un certain nombre de leviers pour la communication qui vont être les relations presse, évidemment. Donc, si vous obtenez des articles dans les magazines ou dans la presse ou sur le web, vous pouvez faire des événements autour du livre. Donc, ça aussi, Christian y reviendra sur cette dimension. Vous pouvez participer à des salons pour être présent au milieu d'autres livres et toute autre idée originale pour faire connaître votre publication, qui est une étape très importante. Donc évidemment, les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont pris une importance particulière à ce titre. Voilà, donc si je passe aux compétences de l'éditeur. Cécile, tu peux y aller. Vous avez compris que l'éditeur, il a plein de casquettes. Donc, il a une sensibilité au graphisme et à la typo parce qu'il travaille avec des graphistes, au rédactionnel pour le travail avec les auteurs et pour tout ce qui va être communication autour du livre. C'est beaucoup de travail rédactionnel, des compétences en fabrication, une connaissance au moins minimum de la propriété intellectuelle pour gérer ses contrats d'auteur, savoir gérer les projets, faire de la gestion, donc coordination de projet, gestion financière et comptable et de la communication. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un métier qui est passionnant, c'est qu'il y a plein de choses derrière. Alors, si on passe à la question, pourquoi se faire éditer par un éditeur? Tu peux passer à la slide suivante, Cécile. Parce que la question, effectivement, que pose Christian, c'est est-ce que j'auto-édite mon livre ou est-ce que je tente de me faire éditer par un éditeur? Donc, moi, je parle du point de vue de l'éditeur. L'éditeur, il vous offre un accompagnement professionnel sur tous les points qu'on a abordés jusque-là. Il vous aide à parfaire la conception de votre projet. Donc, il vous amène sa vision aussi. Il vous aide à avoir un produit fini de qualité, donc à la fois sur le plan éditorial et sur le plan de la fabrication. Il est responsable de la qualité de votre objet, livre. Il vous donne accès potentiellement à son réseau de distribution et à son diffuseur-distributeur s'il en a un.
Il vous permet de disposer d'un cadre pour la promotion de votre livre et il vous permet aussi de déléguer les questions de stockage, puisque quand vous faites un livre, un jour, vous êtes livré de cartons, de livres, et la question du stockage est toujours un vrai sujet. Donc, l'éditeur prend en charge la question du stockage et la gestion comptable de votre livre. Donc, c'est vraiment ça le cadre qu'offre l'éditeur. Je me suis dit que peut-être vous seriez intéressé pour savoir quelles étaient les règles, entre guillemets, à connaître pour contacter des auteurs, quoique quand des auteurs contactent des éditeurs. Moi, je dis ne jamais envoyer un projet à un éditeur dont la ligne éditoriale ne correspond pas du tout à votre projet. Donc, la ligne éditoriale, c'est l'esprit de la maison d'édition, quoi. Qu'est-ce que cet éditeur-là publie? De la littérature, du polar, du livre d'art, du livre des essais sociologiques. Bon, ça paraît facile dit comme ça, mais moi j'ai encore très souvent des manuscrits qui arrivent dans ma boîte aux lettres et qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, donc c'est toujours étonnant. Donc vraiment chercher des éditeurs où vous vous dites que le projet que vous proposez correspond à leur ligne éditoriale. Vous contactez par mail. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un contexte où on a besoin d'envoyer des manuscrits papier et d'autant plus dans les livres d'images, dans les livres d'art. Un PDF avec des visuels, un dossier avec des visuels, ça marche aussi. Un petit texte d'accompagnement qui présente votre travail et votre démarche. Et pourquoi pas la raison pour laquelle vous contactez cet éditeur en particulier, ça permet d'avoir l'impression que vous nous avez choisi. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je dis toujours de ne pas relancer l'éditeur trop rapidement parce que la réalité, c'est qu'on reçoit beaucoup de manuscrits et qu'on n'a pas forcément les capacités de répondre à tout le monde tout de suite. Donc, laisser passer 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi, ça ne me choque pas, quoi. Jusqu'à 3 mois, ça ne me choque pas particulièrement. Puis après, vous relancez si vous n'avez pas eu de réponse. Voilà. J'avais mis les 3 règles à retenir sur le rapport éditeur-auteur, mais bon, je vous le dis quand même. C'est donc la maison d'édition qui choisit les ouvrages qu'elle édite. L'éditeur, quand vous êtes à compte d'éditeur, donc une édition à compte d'éditeur, c'est l'éditeur qui est responsable du financement du projet. Ça ne veut pas dire qu'il va financer 100% du projet, parce qu'on n'en a pas forcément les moyens, mais il est responsable d'organiser le montage financier du projet. Donc, ça peut être accompagné par vos soins. Et l'auteur, lui, signe un contrat d'auteur avec l'éditeur et cède les droits d'auteur à l'éditeur. Et en fait, la rémunération que vous avez sur votre ouvrage, elle se fait sur du droit d'auteur sur la vente des livres. Voilà. J'avais envie de vous donner quelques notions sur le marché du livre d'art, parce que ça, c'est quelque chose que je me rends compte, les gens n'ont pas du tout en tête. Donc, je vous ai mis ce petit tableau qui est issu d'une étude, je pense, du Syndicat national du livre, sur le marché du livre et la répartition, en fait, des catégories de livres par, en fait, les typologies de livres. Donc, vous voyez, par exemple, que la littérature représente 60% quasiment des livres qui sont vendus. Si on prend la jeunesse, 15%. Les livres pratiques, donc ça va être livres de cuisine, livres de jardinage, tout ce qui est livres de pratique artisanale, 8,7%. Et ensuite, vous voyez qu'on tombe assez bas. Et le livre d'art, où on est, nous? On est dans autres. C'est pour ça que j'ai retenu celui-là, parce qu'on n'a même pas une catégorie pour nous, en fait, tellement on est anecdotique sur le marché du livre. Et donc, si vous lisez les catégories de autres, vous avez gestion, religion, ésotérisme, art et beaux livres, carte et atlas, ouvrages de documentation, enseignement scolaire. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce qui reste du livre d'art quand on a enlevé enseignement scolaire et les autres livres, mais c'est une micro-niche. Donc, on est vraiment sur une quantité de livres vendus qui est relativement faible sur l'ensemble des livres vendus sur le marché du livre. Voilà. Au niveau de quelques règles d'administration du livre, ça, je vous donne une règle importante parce que si vous êtes en autopublication, c'est une des premières choses à savoir, c'est que le livre est soumis en France à la règle du prix unique de vente du livre et c'est vraiment pas une règle qui est très répandue dans le monde, c'est vraiment une spécificité française. Donc,
un livre aura toujours le même prix où que vous le vendiez. Vous n'avez pas le droit de faire des rabais sur votre livre, vous n'avez pas le droit de faire des soldes. Et la TVA appliquée au livre est de 5,5%. Et c'est la même chose pour le livre numérique. Voilà, ça c'est une règle très importante pour la gestion de vos ouvrages, gestion comptable de vos ouvrages. Ensuite, j'avais envie de vous parler de le prix du livre. En fait, derrière le prix du livre, qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous, ce qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a toujours cette vision de l'éditeur qui potentiellement serait celui qui se fait de l'argent sur le dos de ses auteurs. Et en fait, il faut se rendre compte que sur un prix de vente du livre, donc là, l'exemple qu'on vous donne, je ne sais pas, Cécile, si tu y es, C'est bon. sur notre décomposition du prix. Voilà, donc là, vous avez une simulation d'un livre qui serait vendu 20 €. Et en fait, ça découpe les parts. Donc, c'est les chiffres qui sont une moyenne, c'est une réalité moyenne de ce qui se passe dans les faits. Donc, vous avez la TVA qu'on retrouve à droite de 5,5%. Et ensuite, vous avez le partage du prix. Donc, en fait, sur un livre que vous allez vendre 20 €, eh ben, vous voyez que en moyenne, il y a 35% qui reviennent aux libraires. Il y a 20% qui reviennent aux diffuseurs-distributeurs s'il y a un diffuseur-distributeur. Il y a bien sûr les coûts de fabrication du livre. Donc, ce n'est pas que l'imprimeur, c'est aussi payer le graphiste et payer tous les gens qui sont impliqués dans la réalisation du livre. Vous avez bien sûr votre rémunération en tant qu'artiste, donc artiste-auteur, 10%. 10%, c'est une moyenne haute parce que ça prend en compte les livres de texte. Donc, littérature, en livre d'art, on est souvent beaucoup plus bas sur la rémunération du droit d'auteur. Et ça, c'est lié au fait que les coûts de production d'un livre d'art sont beaucoup plus élevés. Donc, à un moment, il faut rééquilibrer voilà, le partage. Et ça conduit à une baisse du droit d'auteur. Et l'éditeur, voilà, il se garde une part qui est évaluée là à 20%. Ce n'est pas une règle générale, mais c'est une moyenne. Donc 15-20%, moi, je dirais, pour l'éditeur. Voilà, donc ça, vous me direz, ça m'intéresse de savoir si c'est des chiffres que vous imaginiez comme ça ou si vous vous étiez pas posé la question, si ça vous surprend. Mais c'est quelque chose qui, moi, voilà, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça très étonnant et très compliqué à gérer du coup en tant qu'éditeur. Voilà pour moi et je vais passer la parole à Christian. Et puis, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur ce que j'ai pu dire et ce que j'ai pas dit et que vous regrettiez que je n'ai pas dit. Et on y reviendra à la fin de la présentation. Alors, merci beaucoup, Caroline. Alors, avant de commencer, je vais juste rebondir. De toute manière, il y aura un slide ensuite, normalement, sur cette donnée qui est celle des 35% pour les libraires, qui du coup peuvent sembler ceux qui profitent largement, on va dire, voilà, de la vente d'un livre. Mais vous voyez, c'est la seule catégorie où il y a des parenthèses qui spécifient, dont 3,6 € de frais de personnel et 3,2 € d'autres charges. Et en fait, on verra que la librairie, en tant que marchand de proximité, on va dire, est un des commerces les moins rentables dans la catégorie générale des commerces, parce qu'on a voilà, des frais fixes qui peuvent être assez importants et qui justifient du coup ce pourcentage qui peut sembler assez élevé quand on regarde la distribution, on va dire, sur le prix de vente d'un livre. Mais en tout cas, donc maintenant, ce que je voulais moi voilà, dire ce soir concerne déjà présenter un petit peu les librairies, c'est-à-dire en tant que commerce, parce qu'il y a différents types de librairies et c'est vrai que voilà, les lecteurs ne savent pas forcément toujours quelles sont les différences entre les différents genres de librairies. Donc, commençons par dire que effectivement, les libraires, c'est avant tout des commerçants, c'est-à-dire c'est des commerces qui peuvent être plus ou moins de proximité, plus ou moins grands, mais le système de fonctionnement, je dirais même fiscal,
est exactement identique à celui d'un commerçant qui vend d'autres types de marchandises, si ce n'est que les taux de TVA peuvent être différents. À partir de là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a essentiellement 3 types de librairies qui sont différentes. Donc, comme vous le voyez là dans le slide, il y a les librairies généralistes, dont le fonds est majoritairement consacré à la littérature. On l'a vu dans le slide de Caroline tout à l'heure, les ventes de livres, de romans, correspondent environ 60% des ventes générales de livres, du moins en France. Et donc, évidemment, les librairies généralistes sont celles qu'on trouve le plus fréquemment, on va dire, sur le territoire. Mais à côté des librairies généralistes, qu'il faut dire, ont pris un grand coup avec l'arrivée d'Internet au cours des 15-20 dernières années. S'il y a des librairies qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte parce que le modèle économique n'était plus viable, c'était les librairies généralistes. Et en revanche, à côté donc de ces librairies, il y a tout un réseau de librairies spécialisées qui étaient déjà présents avant l'arrivée d'Internet et qui, j'en suis la preuve vivante, avec l'arrivée d'Internet, ont pu se constituer un public qui n'est pas basé, qui ont pu, on va dire, naître et grandir grâce au fait qu'elles peuvent compter sur Internet et sur les ventes en ligne pour compléter les ventes qui peuvent être faites au magasin. Parce qu'évidemment, quand tu as une librairie spécialisée, comme dans mon cas en cultures urbaines, tu ne t'adresses pas uniquement au public d'un quartier ou d'une ville, mais tu as un fonds qui est tellement spécialisé que n'importe quelle personne qui peut vivre même dans un petit hameau en Ardèche, comme dans mon cas, la plupart de mes clients sont quand même basés en Europe, ben, en fait, ils sont contents de pouvoir accéder à une sélection de livres à distance et les commander, les recevoir chez eux. Et en même temps, ils sont contents de pouvoir venir à Paris et à l'occasion de leur passage à Paris, de pouvoir venir visiter la librairie en vrai et voir les livres en chair et en os et en papier, et pas uniquement à travers des images sur Internet. Mais comme je disais, donc les librairies spécialisées, il y en a 2 genres. Il y a évidemment celles qui sont spécialisées dans le livre neuf. Et ensuite, il y a les librairies spécialisées qui sont spécialisées en livres d'art ou d'occasion. Alors, je spécifie la différence entre livres d'art ou d'occasion, parce que quand on parle de livres rares, on parle de livres qui peuvent parfois valoir plusieurs milliers d'euros. Donc, on est vraiment dans un marché, on va dire, de luxe, si on peut dire. D'ailleurs, il y a même des ventes aux enchères de livres rares qui sont organisées dans des maisons de vente aux enchères à Paris comme à l'étranger. Et puis, il y a les librairies d'occasion qui peuvent s'apparenter au fait aux bouquinistes qu'on connaît bien et qui souvent achètent des ensembles de livres à la mort d'une personne ou bien quelqu'un qui souhaite se débarrasser. Parfois, ils récupèrent des cartons qui sont laissés dans la rue lors des déménagements aussi. Et là, c'est des librairies qui ne travaillent plus, on va dire, à l'unité, qui ne regardent plus le livre en tant qu'objet unique, mais ils travaillent vraiment au kilo. Mais ces librairies ont quand même un rôle important, ont eu un rôle important. Elles font aussi partie des librairies qui ont fermé à cause de l'arrivée d'Internet. Mais on va dire, ce modèle économique est en train de réapparaître ces dernières années, parce qu'une chose importante à savoir dans, on va dire, le modèle des librairies, c'est qu'on est loin d'être dans un modèle qui est stable et qui est toujours le même depuis environ, on va dire, 2 siècles. De plus en plus. Aujourd'hui, par exemple, ce matin, un des premiers emails que j'ai reçus concernait une start-up qui s'occupe du recyclage pour les commerçants, et notamment du recyclage des livres, et qui en met en place une charte pour accompagner les librairies dans le rachat de livres dont leurs clients souhaitent se débarrasser. Donc la question du recyclage des livres commence à intéresser aussi les librairies quelconques, et c'est quelque chose qui va probablement se développer dans les années à venir et qui va aussi changer donc le travail des libraires, parce que quand je vends un livre neuf, je paie la TVA à 5,5 sur le prix de vente, et donc il y a un système fiscal qui s'applique. Quand je vends un livre d'occasion, la TVA s'applique à la marge entre le prix d'achat et le prix de vente, qui est différent en fonction du livre. Donc, quand je parle de livre dans ce cas, je ne parle pas d'un titre en particulier,
mais je parle de la copie du titre auquel je fais référence. Donc, je peux avoir plusieurs copies du même livre dans ma librairie, les avoir achetées chaque copie à un prix différent, revendre chaque copie à un prix différent en fonction de l'état de conservation du livre, ou bien il peut y avoir, je fais un exemple classique dans le milieu du graffiti, la copie de Subway Art de 1984, signée par Martha Cooper et Henri Chalfant, évidemment, à un prix de vente final différent que la copie du même livre, toujours, mais ce n'est pas la première édition de 84, mais c'est une réédition de 88, et avec un livre qui est en piètre état. Donc, on parle du même livre, mais les deux copies vont avoir un parcours de vie complètement différent. Donc, pour arriver aujourd'hui, en tout cas, à vous donner aussi une vision d'ensemble, quand on parle de librairie, aujourd'hui, on ne peut pas parler uniquement de librairie physique, on parle de librairie physique et de librairie en ligne. Donc, je crois qu'il y a le slide suivant. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, heureusement, grâce aussi au travail fantastique que fait le ministère de la Culture et de la Communication, est quasiment le pays avec le plus dense réseau de librairies au monde. Donc, on compte 3500 librairies uniquement 3500 librairies indépendantes, sans prendre en compte donc toutes les librairies ou les coins librairies qui peuvent exister dans des centres commerciaux ou dans les grands groupes comme la FNAC qui ont des points de vente partout en France. Et à cela, donc, il faut considérer une autre chose, c'est que les ventes de livres se font encore beaucoup en magasin, mais que désormais 15% des ventes de livres se fait en ligne. Et là, on va peut-être casser le mythe du géant Amazon, qui effectivement a une manière a eu dans le passé et encore aujourd'hui une manière d'approcher le marché du livre très agressive et certainement pas saine pour, on va dire, toute la filière du livre, évidemment. Mais Amazon, les ventes sur Amazon aujourd'hui représentent environ 10% du marché du livre. Quand on parle, donc, les ventes réalisées par les librairies indépendantes constituent environ 20% du global. Les ventes, ça c'est important, donc les deux, on va dire, points de vente qui regroupent à eux seuls environ 50% des ventes de livres en France sont les grands groupes. Je fais l'exemple de la FNAC, que tout le monde connaît. Donc, les grands groupes comme la FNAC vendent environ 25% des livres à l'échelle française. Et puis, il y a les grandes surfaces. Je fais l'exemple de Carrefour et Leclerc, qui représentent, elles aussi, environ 25% des ventes de livres en France. Or, évidemment, je pense que vous voyez très bien que quand on parle de Carrefour ou de Leclerc, ce ne sont pas forcément des points de vente dans lesquels on pourra trouver les livres d'art dont on parle aussi avec Caroline depuis le début de cette session. C'est des librairies, c'est des points de vente qui vont donner de la place aux polars, aux romans, aux livres pour enfants, aux cahiers d'activités pour enfants. Donc, ça n'intéresse pas forcément un public qui doit publier ou qui doit consommer des livres d'art, mais en tout cas, il faut considérer que la place qu'ils occupent dans un réseau de vente de livres. Ensuite, je dirais que ce qui me tenait à cœur, c'était aussi d'expliquer un petit peu quelles étaient les compétences des libraires et comment, c'est-à-dire de quoi est composée au quotidien notre journée. Donc, la première chose que doit faire un libraire, avant même de commencer à vendre des livres, on peut retourner sur le slide du dépôt légal et le travail de veille. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir mettre en vente un livre, il faut être au courant que le livre existe ou qu'il va exister. Donc, ça veut dire aller sur des salons, consulter le catalogue que les éditeurs ou les diffuseurs-distributeurs nous envoient avec 3 ou 6 mois d'avance pour qu'on soit au courant des livres qui vont sortir, être inscrit à des dizaines, voire des centaines de newsletters d'éditeurs ou de diffuseurs pour être au courant de tous les titres qui vont paraître. Et puis au-delà de ça, avoir, je dirais, un réseau informel qui est constitué
d'auteurs, d'artistes, d'éditeurs qu'on connaît personnellement et qui vont nous signaler, c'est-à-dire que parfois on sait qu'un livre va exister avant même que l'éditeur commence à travailler sur le livre parce que l'artiste commence à nous dire qu'il qu'il est en train de solliciter des éditeurs et donc on attend vraiment la sortie du bébé pour pouvoir l'accueillir sur nos étagères. Or, ce travail de veille, je pense que vous voyez très bien qu'il est non seulement essentiel, mais on va dire, la donnée importante, comme vous voyez ici sur le slide des dernières décennies, c'est qu'il occupe de plus en plus de place parce qu'il y a de plus en plus de livres qui sont publiés chaque année. Le dépôt légal des livres qui sont confiés à la Bibliothèque nationale de France chaque année vous montre en fait que cette courbe ne cesse d'augmenter. Et encore, le dépôt légal ne prend pas en compte, par exemple, tous les fanzines qui sont publiés, on va dire, de manière en auto-édition et où souvent les éditeurs ne se posent, ou les auteurs ne se posent même pas le problème d'aller déposer une copie à la BNF dans le cadre du dépôt légal. Et donc, les chiffres que vous voyez là sont même sous-évalués par rapport aux chiffres réels de livres ou de fanzines qui sont publiés en France chaque année. Donc, le travail de veille est l'essentiel parce que si on n'est pas au courant, surtout pour les librairies spécialisées, si on va dire on n'arrive pas à créer notre recette magique avec un mix de livres qui nous permet de nous identifier et de nous différencier de la concurrence, on est un commerce, on risque d'avoir de gros soucis. Et puis en même temps, c'est vrai aussi que c'est le travail qu'attend de nous le public de lecteurs qui nous suit et qui attend aussi qu'on lui signale non un, mais tous les livres qui vont sortir sur certaines thématiques. Ensuite, l'autre partie essentielle du travail du libraire, même si à moindre échelle peut-être par rapport à un éditeur, c'est la gestion du stock. C'est-à-dire que donc, tous les stagiaires qui passent à la librairie, toutes les personnes qui m'ont accompagné depuis que j'ai créé la librairie, ont eu une grande surprise. C'est-à-dire que l'image d'Épinal du libraire assis sur son fauteuil avec sa pipe en train de bouquiner pour pouvoir parler et parler de livres à longueur de journée avec ses clients, n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est un travail extrêmement physique. C'est-à-dire que, comme dans tous les commerces, tous les matins, il y a des cartons qui arrivent, qui doivent être déballés. Il faut vérifier si les livres sont tous en bon état. Il faut vérifier si les livres qui sont dans les cartons correspondent à la commande qu'on a faite. Et ce n'est pas toujours le cas parce que les erreurs sont humaines. Il faut ensuite intégrer les livres dans le logiciel de stockage, créer les fiches quand les livres sont des nouvelles parutions, mettre les livres sur les étagères, apporter, on va dire, les copies supplémentaires dans le local de stockage, dans mon cas particulier, et ensuite accompagner, on va dire, savoir où le livre se trouve. Quand ce matin, j'ai eu un cas d'une personne qui produit des podcasts et qui avait un invité spécialiste de reggae. Et il est venu et il m'a dit « Qu'est-ce que vous avez sur le reggae et la Jamaïque ?» Et donc, moi, là, en mode un peu ordinateur, je suis allé vers les étagères et j'ai commencé à sortir des livres en connaissant presque par cœur les thématiques et en sachant même où était exactement le livre que je voulais lui montrer pour voir si ça pouvait correspondre à ce qu'il recherchait. De là aussi, la question de la gestion du stock sur les étagères est très importante, surtout quand tu associes aux ventes en magasin des ventes en ligne. C'est parce qu'il suffit qu'un livre soit marqué sur le stock dans le logiciel de gestion de stock. Si tu as marqué que le livre est là, tu ne vas pas le recommander. Mais si la personne le commande en ligne ou vient au magasin pour l'acheter, en fait, toi, tu vas chercher le livre et tu ne le trouves plus. Donc, ça génère déjà le mécontentement du client qui est venu exprès à la librairie pour acheter le livre et toi, tu ne l'as pas. Ça t'oblige à toi à perdre énormément de temps parce que tu vas avant de te dire « mais non, je l'ai vendu » ou bien te dire « ah tiens, peut-être il a été volé » parce qu'il y a ça aussi. J'ai un gros rayon graffiti, je peux vous dire que c'est une des problématiques qu'on a à gérer. Et donc, c'est aussi quelque chose qui te fait perdre énormément de temps. Donc, qui dit libraire dit aussi travail culturel, mais dit aussi travail avec une extrême rigueur,
parce qu'il faut avoir une gestion du stock qui est, je dirais, scientifique, comme si on travaillait à la NASA, pour éviter de perdre du temps, d'avoir à gérer du mécontentement de clients. Et puis surtout, parce que si tu sais que le livre, tu l'as vendu, ben, au fait, tu vas en commander d'autres pour le restocker, parce que ça veut dire que tu as des clients, des lecteurs qui sont intéressés par ces ouvrages, et donc tu as intérêt à les restocker et à les remettre en avant le plus possible. Christian, Troisième, oui, je me permets juste de faire maîtresse du temps et te dire qu'il te reste environ un quart d'heure pour qu'on ait oui, un non, petit mais temps de questions. ok, puis on est largement dans les temps. Merci. Donc, le troisième point donc, qui est important, c'est tout le travail de communication et valorisation qui se fait par deux biais différents. Donc, la communication, c'est vraiment un peu comme le disait Caroline, euh, la communication. Ça veut dire, nous, concrètement, à ce jour, sur le grand jeu, on a deux moyens de communiquer autour de livres. Un, c'est notre page Instagram, qui veut dire donc 3 livres mis en avant chaque semaine avec des posts qui sont produits, avec des visuels qui sont produits par Louis, notre graphiste, et puis moi et éventuellement Chiara, qui produisons des textes qui ne sont pas juste des copier-coller de la 4e de couverture, pour présenter l'ouvrage, en plus de toute une série de stories qui sortent un peu voilà, de manière pas très structurée, je l'avoue pour l'instant, mais pour signaler tous les nouveaux livres qui arrivent quotidiennement à la librairie. Et puis, donc, il y a un deuxième moyen de communiquer sur les livres, et c'est en organisant des dédicaces ou des rencontres autour des livres. C'est-à-dire que, comme le disait Caroline tout à l'heure, une partie du travail de communication, c'est déjà avoir le livre sur les étagères dans une librairie. Pour un libraire, une autre partie du travail, c'est non seulement avoir le livre sur son étagère, parce que ça permet déjà de mettre en avant un livre, mais c'est aussi d'accueillir l'auteur, l'artiste, l'éditeur en librairie pour faire un focus autour d'un livre et pouvoir ainsi le mettre en avant à la fois sur les réseaux sociaux, à la fois en physique à la librairie et à la fois, donc là, c'est un autre point que j'ai oublié de dire tout à l'heure à partir de la communication, notre newsletter. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas pour le grand jeu, la newsletter qu'on envoie toutes les semaines est un outil essentiel de communication, non seulement parce qu'elle nous permet de mettre en avant notre sélection, mais c'est aussi un outil de vente important parce que à chaque fois qu'on envoie la newsletter le mardi ou le mercredi après-midi, on a des ventes qui sont générées en automatique et qui nous permettent de voir aussi si la sélection de livres qu'on fait match avec ceux que notre public recherche, ou si on a des titres qu'on pensait pouvoir marcher, au final, ils ne marchent pas. Mais ce n'est pas si grave que ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai profondément à cœur en tant que libraire et que je dis quand il y a parfois des dédicaces qui ne marchent pas très bien et on a vendu, ça peut arriver, 5 livres à la fin de la soirée, c'est qu'on n'est pas là uniquement pour faire du chiffre d'affaires. Évidemment, on est là pour vendre des livres, on est des commerçants, et on est juste le dernier maillon d'une chaîne de gens qui ont travaillé pour produire des livres dont le but est aussi d'être vendu. Mais derrière un livre se cache, surtout dans les livres d'art, se cache une histoire, se cache un projet éditorial, se cache une aventure humaine et le livre est le vecteur pour faire connaître cette aventure humaine. Donc, évidemment, si on arrive à toucher 500 personnes, tout le monde est plus content, mais on est là aussi pour toucher un petit public sur des histoires qui sont peut-être moins mainstream, mais qui méritent quand même d'être connues, défendues et mises en avant. Donc, le travail du libraire, comme de tout commerçant, c'est de trouver le juste milieu, sachant, là j'arrive à un point aussi qui est important, que l'organisation d'une dédicace requiert un exercice particulier de la part des libraires, parce que ça veut dire, selon les cas, 2 ou 3 personnes qui peuvent rester soit en heure sup à la librairie après 18 heures, soit travailler un samedi après-midi ou un dimanche, donc en plein week-end. Donc l'organisation des dédicaces, même d'un point de vue simplement humain, ça veut dire un coût pour la société qui gère la librairie. Ça veut dire aussi de l'organisation banalement familiale pour la librairie et l'équipe de la librairie.
Donc, il y a un vrai investissement de la part voilà, de la librairie et des librairies dans l'organisation des dédicaces. Et donc, c'est aussi quelque chose que en fait, les auteurs qui produisent des livres, soit en auto-édition, soit qui travaillent avec des librairies, avec des éditeurs, pardon, doivent prendre en compte, parce que on est là aussi pour vous accompagner, mais on a aussi besoin de la part des auteurs qui produisent le livre d'un vrai soutien dans l'organisation des dédicaces. On essaie de faire de notre mieux, mais on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, voilà. Alors, ensuite, donc, vraiment pour conclure, je voulais montrer, je crois, il y a d'autres slides. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner vraiment une idée de ce que veut dire être libraire. Donc déjà, vous voyez que on prend 35%, mais une fois qu'on a payé les charges quasiment fixes, ce qui reste, donc la marge brute, qui est d'environ 1%. Alors, dans la marge brute, ce n'est pas sur ce 1% que va être payé le salaire d'un libraire, mais ce 1% sert à, par exemple, investir pour agrandir le fonds de la librairie, donc acheter d'autres livres pour avoir davantage de livres en stock. Ça veut dire que si on doit changer un ordinateur ou de logiciel de caisse ou n'importe quel achat pour rénover la librairie, en fait, c'est ce 1% qui va le financer. Donc, vous voyez, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi. Il y a des aides de l'État pour les librairies indépendantes. Là encore, PIB la France, parce que c'est un des pays qui soutient le plus voilà, son réseau de librairies indépendantes. Mais bon, là aussi, ce n'est pas non plus des sommes faramineuses qu'on peut toucher toutes les années. Donc, il faut vraiment faire un travail scientifique et bien cibler voilà, ce qu'on demande et quand on le demande. Et la deuxième chose, c'est, parlons brut, donc c'est le salaire d'un libraire, comme vous voyez, n'est pas non plus faramineux en moyenne parce que en fait, les marges commerciales sur la librairie ne permettent pas non plus de se rétribuer voilà, avec des salaires très élevés. Et c'est valable à la fois pour un libraire qui vit en région, comme pour les libraires qui vivent à Paris et qui se confrontent, ou dans des grandes villes, et qui se confrontent parfois à des coûts de la vie un peu plus élevés. Et vraiment, donc, pour finir, c'était plutôt pour affronter en quelque sorte les questions au fait qu'il faut se poser, selon moi, quand on doit publier un livre, c'est qu'il y a toute une série de questions qu'il faut se poser avant même de décider s'il faut contacter ou pas un auteur. Et je parle en connaissance de cause grâce aux voilà, toutes les rencontres que j'ai pu faire avec des gens qui sont arrivés à la fin du parcours. Donc, la première question qui pour moi est essentielle, c'est pourquoi j'envisage de publier un livre. Alors, déjà, il y a différents types de livres. Je veux faire un zine parce que je suis parti faire un voyage. J'ai peint des murs tout au long de ce voyage et je veux faire un petit fanzine en 100, 200 exemplaires pour, en tant qu'arrêt sur image sur ce projet. Bon, là, concrètement, l'auto-édition est la meilleure solution. Ou travailler avec des micro-éditeurs qui publient des fanzines. Parce que de toute manière, le public qui va acheter le fanzine va être un public qui, en grande partie, ou en très très grande partie, connaît déjà mon travail. Donc, ça veut dire que les gens qui vont acheter le fanzine vont être ceux qui me suivent déjà sur Instagram ou qui connaissent déjà mon travail ou qui suivent le travail éventuellement du micro-éditeur avec qui je vais publier le fanzine. Question économique aussi, c'est plus simple, c'est-à-dire que bon, je vais avoir tout à payer ou bien le micro-éditeur va m'aider à publier le fanzine, mais si je vends 200 copies d'un fanzine à, je dis pour dire, 15 €, ça me fait un chiffre d'affaires global de 3 000 €. Ça me permet de financer l'impression, ça me permet de financer peut-être une partie du travail que j'ai à faire avec le graphiste et toute une série d'autres étapes liées à ça. Et puis, éventuellement, ça me permet aussi de garder cette fameuse marge du 30-35% pour des libraires. Si je veux mettre quelques copies du fanzine en distribution dans quelques librairies que j'aime beaucoup,
pour que le fanzine puisse aussi toucher un public qui ne connaît pas encore mon travail, ou même simplement des gens qui, par principe, n'ont pas vraiment envie d'acheter en ligne parce qu'ils préfèrent d'abord feuilleter un fanzine avant de l'acheter. Ensuite, deuxièmement, bon, ce n'est pas un fanzine que je veux faire, c'est vraiment un vrai livre. Et là, la question de l'éditeur se pose dès le début. C'est-à-dire que normalement, quand je parle d'un livre, je me dis, je dois aller vers un éditeur. Mais comme Caroline l'a bien dit, les éditeurs ne vont pas forcément accepter tous les projets éditoriaux. Et s'ils les acceptent, même s'ils les acceptent, ils vont peut-être les accepter de manière différente. C'est-à-dire, il y a un livre qui va être imprimé à compte d'éditeur. Donc, l'éditeur joue un rôle, je dirais, majeur dans toute la production du livre. Et il y a ensuite les éditeurs qui vont travailler à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est l'auteur, ils vont, je dirais, faire quasiment le même travail qu'ils feraient sur un livre à compte d'éditeur, sauf que c'est l'artiste ou l'auteur qui vont financer toute l'opération. Donc, quel est là l'avantage de travailler avec un éditeur? Au fait, c'est qu'on n'a pas à se prendre la tête pour trouver un graphiste, pour trouver un imprimeur, pour suivre toute la production du livre, pour trouver un diffuseur, distributeur qui, de toute manière, ne va pas être intéressé à travailler avec moi si j'ai publié uniquement un livre. Et donc, en fait, je fais le livre. Évidemment, je vais gagner moins d'argent, mais ce livre va sortir, la production du livre va être gérée par un professionnel qui va assurer aussi non seulement la production du livre, mais aussi sa diffusion dans tout un réseau de librairies en France et parfois même à l'étranger. Or, le cas qui se pose souvent de la part des artistes, c'est quel est l'intérêt de travailler avec un éditeur si je publie par exemple 1000 copies d'un livre que je vais vendre à 50 €, donc ça fait 50 000 €. Donc ça commence à devenir des sommes qui peuvent être importantes. Ça veut dire que non seulement tu as le moyen de payer un graphiste, de payer l'imprimeur, de payer on va dire, toute la production du livre, mais ensuite tu as la possibilité en tant qu'artiste et auteur de garder aussi une bonne marge pour toi. Et ça, c'est la réflexion qui arrive constamment de la part de la part de plusieurs artistes. Or, moi je dis oui, effectivement, c'est vrai. Vas-y, fais-le en auto-édition. Mais il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire c'est la diffusion du livre. C'est-à-dire, et c'est là où pour moi c'est la question qui est essentielle, là c'est le curateur plus que le libraire qui parle, c'est que si c'est un livre que toi en tant qu'artiste tu veux faire parce que tu veux faire rayonner ton travail auprès d'un public le plus large possible, en fait, il faut envisager le livre non pas seulement comme, on va dire, un objet culturel, mais comme un outil de communication. Et donc, le fait de travailler avec un éditeur devient non seulement un moyen d'être accompagné par un professionnel qui va vraiment te décharger d'une grosse partie du travail et te permettre de faire un livre probablement encore mieux fait que ce que tu aurais fait tout seul, mais c'est aussi quelqu'un qui va permettre à ton livre d'arriver dans des librairies partout en France ou partout dans le monde. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel dans le travail. C'est quelque chose qui m'arrive constamment, c'est-à-dire des artistes américains, des artistes allemands, des artistes italiens qui m'appellent et qui me disent « Christian, j'ai fait ce livre, est-ce que tu veux en prendre pour la librairie ?» Et moi, je dis « Ben oui, le livre m'intéresse, mais en fait, moi, en tant que libraire, ça veut dire que toi, tu es basé, je dis pour dire, à Berlin ou à Madrid. Je dois te commander le livre. Donc déjà, vu les frais de port, je vais devoir en commander au moins 10 copies. Ce qui veut dire que c'est un stock qui peut être assez conséquent. Donc, ça veut dire que je dois immobiliser de la trésorerie pour faire arriver le livre ici à la librairie. Et ensuite, le livre va parfois, je prends 10 copies d'un livre et je peux les vendre sur 2 ou 3 ans. Ce qui veut dire que j'ai de la place qui est en stock que je ne peux pas utiliser autrement. Ça veut dire que j'immobilise de la trésorerie uniquement pour soutenir un projet éditorial. Et ça, en tant que petite structure PME, je ne peux pas le faire 50 fois par semaine. Parce que sinon, en fait, je remplis des entrepôts et j'immobilise des sommes qui peuvent être très importantes juste pour soutenir des projets éditoriaux qui ont été faits par plein de gens dans des villes et des pays différents et qui ensuite n'ont pas un réseau de distribution.
la différence avec, par exemple, le livre de cause ou le livre de n'importe quel artiste qui travaille avec un éditeur, c'est que, au fait, moi, je vais contacter le diffuseur qui distribue le livre, je dis pour dire de Rizzoli, de Lanoux, de Thames Hudson ou d'Alternative, et je vais lui dire, j'ai besoin de 3 copies du dernier livre de Zeus, et 3 jours après, les livres arrivent à la librairie. Et si j'ai besoin d'une seule copie, ça arrive quand même. Et parfois, les frais de port, souvent, sont à la charge des diffuseurs. Donc, ça me permet aussi, à moi, en tant que libraire, d'avoir des marges qui sont beaucoup plus importantes sur la revente d'un livre. Donc, pour finir, je dirais que la question qui est vraiment centrale quand on doit publier un livre, c'est avant même de demander, de commencer à se dire quel est le livre que je dois publier et comment je vais le publier, c'est déjà de se demander quel est le public auquel je m'adresse, comment le toucher et comment lui permettre de trouver aisément mon livre. Parce que si tu ne te poses pas ces questions avant même de commencer à penser au livre que tu dois publier, au fait, tu risques de partir, de prendre des mauvais choix par la suite. Donc, il faut commencer par ça au début. Et ensuite, en partant, en ayant clair en tête quels sont tes objectifs avec la réalisation de ce fanzine ou de ce livre, de commencer à démarcher idéalement des éditeurs, ou si ça ne marche pas avec des éditeurs, de dire bon, je vais le faire tout seul, en crowdfunding ou pas, et commencer à contacter toi-même des graphistes et des imprimeurs. Voilà. Merci beaucoup Christian et Caroline pour cette présentation très très générale de vos métiers, des enjeux aussi de la publication et de la commercialisation des livres. Donc il est 18h40, on est dans les temps. Peut-être ce que je vous propose à présent, eh bien, c'est de répondre aux questions du chat. Il y en a eu déjà quelques-unes, donc on va pouvoir les lire ensemble. Et puis peut-être pour les participantes, participants, si vous en avez d'autres que vous souhaitez poser, on pourra aussi prendre un temps au cours de la lecture. Donc je vais arrêter le partage de mon écran. Et peut-être, si vous voulez, je peux vous les lire parce que j'ai remonté un petit peu le fil. Donc, on a Jean Faucheur qui avait 2 questions. Qui avait une première question en tant qu'éditeur, peut-on en vivre? Question très générale qui s'adresse donc plutôt à Caroline. Et Christian, est-ce que le livre d'art urbain se vend bien? Quelles sont les qualités propres d'un livre, d'art urbain ou autre, pour qu'il se vende bien? Donc, je vais peut-être laisser d'abord la parole à Caroline et puis Christian, ensuite, tu pourras répondre à Jean. Parfait. Eh bien, en tant qu'éditeur, peut-on en vivre? Il y a autant de cas de figure qu'il y a d'éditeurs, j'ai envie de dire. Donc, si tu es éditeur dans une grosse maison pour laquelle tu es salarié, bon, par définition, tu vis de ton métier d'éditeur. Mais c'est comme pour le libraire, c'est jamais des revenus mirobolants. Donc, je crois savoir qu'en tant que salarié dans une grosse maison, quand on atteint le niveau d'éditeur, parce qu'il faut beaucoup de temps pour monter les échelons dans une grosse maison, parce qu'il n'y a pas beaucoup de places d'éditeur. Donc, au bout de, admettons, 10 ou 15 ans dans une maison d'édition, je suis éditeur, je vais gagner entre 2002 et 2500 euros bruts, voilà, en moyenne. Quand on est une microstructure comme la mienne, la réponse, elle est claire dans le milieu du livre d'art, c'est non. Parce que les contraintes sont trop fortes et les coûts de production du livre sont trop élevés pour réussir à dégager des marges sur des quantités, sur une production éditoriale faible, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 livres par an. Ça ne suffit pas à générer des marges suffisantes pour payer un éditeur correctement ou une équipe éditoriale. Donc, après, c'est des choix en tant qu'éditeur. Est-ce que je produis plus et peut-être je fais plus de concessions sur la production éditoriale, donc j'optimise les coûts, voilà, dans un objectif de réussir à dégager un revenu, ou le choix que moi j'ai fait, et Harpon est une structure associative, je fais les livres que je veux faire comme je veux les faire, et dans ces cas-là, je ne peux pas prétendre à me rémunérer. Et donc, beaucoup d'éditeurs, je suis vraiment pas la seule dans ce cas de figure. Dans les éditeurs indépendants, on est quasiment tous à avoir 2 métiers, entre guillemets.
Donc, même si je suis que éditeur, je vais gagner ma vie parce que je fais des workshops dans des écoles, parce que je fais un travail de traduction par ailleurs ou parce que je fais d'autres choses, en tout cas, qui vont compléter les revenus de l'éditeur. Mais ce n'est pas la vente des livres qui permet de payer les éditeurs dans les petites maisons. Donc là, on passe à la deuxième question. Oui, voilà, qui était pour Christian, si tu voulais répondre sur la deuxième partie, le livre d'art urbain se vend-il bien? Quelles sont les qualités propres d'un livre d'art urbain ou autre pour qu'il se vende bien? Déjà, le livre d'art urbain se vend-il bien? En fait, si j'ai créé une librairie qui est spécialisée en culture urbaine, mais ou encore la partie art urbain, donc graffiti, street art, voilà, art dans la rue, en partie urbex, constitue quand même le noyau dur de la librairie. Ça montre que, je ne sais pas si ça se vend bien, mais en tout cas, ça se vend. Donc, il y a déjà ça. Après, la question, je dirais, c'est quel livre pour quel public? C'est-à-dire que selon les cas, donc moi, ça m'est arrivé de faire par exemple des stands à l'Urban Week, sur le parvis de la Défense. Et là, en fait, tu te retrouves avec un public très mélangé où tu as des passionnés d'art urbain ou des familles qui arrivent avec leurs enfants ou des personnes retraitées qui cherchent quelque chose d'un peu voilà, électrisant pour s'amuser. En fait, tu as des lecteurs avec des profils très différents. Et donc, en fonction du lecteur, tu peux avoir un livre qui marche bien et un livre qui marche mal. Et le même livre peut s'adapter mal plutôt à la même personne. Donc, je dirais que si le livre d'art urbain se vend bien, en fait, ça dépend quel est le public que tu cibles et quel est le livre que tu essaies de lui proposer. Donc, et à partir de là, je réponds donc à la deuxième question, c'est-à-dire quelles sont les qualités propres d'un livre d'art, art urbain ou autre, pour qu'il se vende bien. Bon, je dirais déjà le prix. C'est quelque chose que surtout les gens qui travaillent en auto-édition ne gardent pas suffisamment en tête parce qu'ils disent c'est un livre, c'est mon bébé, je veux le faire le plus beau possible. Mais en fait, les résultats, moi j'ai des livres qui commencent à coûter 110, 115, 180 euros. Les salaires n'ont pas été multipliés par 3, le SMIC n'a pas été multiplié par 3 à ma connaissance. Donc, le prix du papier a énormément augmenté ces dernières années. Notamment, le Covid a impacté le prix du papier. Caroline, dis-moi si je me trompe. Là, je pense que ça s'est un peu calmé. Mais la raison est simple, c'est-à-dire que en fait, les usines qui produisent le papier sont les mêmes qui produisent le carton d'emballage. Et la marge sur la vente de carton d'emballage est beaucoup plus importante que la marge sur le papier. Donc, en fait, pour les usines qui reçoivent les arbres et la cellulose, c'est beaucoup plus intéressant commercialement parlant de produire du carton que de produire du papier. Et ce qui explique, on va dire, l'augmentation du prix du papier ces dernières années. Et donc, voilà, par effet de domino, l'augmentation du prix de vente des livres. Donc, le prix pour moi est déjà un outil essentiel. C'est vrai que le livre d'art, c'est, je dirais, c'est pas un objet qui, comment dire, essentiel à la vie quotidienne. C'est quelque chose avec lequel on se fait un petit plaisir, mais c'est quand même aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire une vie sans livre d'art est quand même une vie appauvrie. Et donc, avoir un prix qui est, c'est-à-dire se donner un plafond qu'il ne faut pas dépasser, sachant que les plafonds sont entre 29 et 35 euros, ce qui pour un livre d'art est très peu, parce que ça implique d'enlever plein de choses. Euh, euh, voilà, il y a déjà ça. Ensuite, je dirais, moi, je vois beaucoup de livres qui arrivent voilà, en librairie trop tôt. C'est-à-dire que les projets n'ont pas été suffisamment mûris et on a l'impression qu'au fait, il fallait respecter un calendrier éditorial. Et je trouve ça dommage parce que, Caroline, tu me diras aussi si je me trompe, mais faire un livre, ça prend énormément de temps, ça demande énormément d'énergie de la part d'un groupe de personnes assez quand même large. Et, et donc, il faut prendre le temps de bien faire les choses, de relire
parfois déjà les textes pour éviter qu'il y ait des coquilles, pour vérifier les légendes, pour ne pas aller trop vite parce qu'il peut y avoir des erreurs même au moment de l'impression. J'ai vu des projets qui étaient expédiés à l'impression sans le travail. Là, j'ai perdu le mot. La personne qui retouche toutes les photos, Caroline. Le photograveur. Voilà, tout à fait. Sans que la photogravure ait été faite convenablement ou pas du tout. Et En donc, fait, je peux rebondir sur ce que tu dis, Christian, parce que effectivement, pour bien faire un livre, il faut multiplier les étapes de contrôle. Et c'est ça que dit Christian. Et nous, en tant qu'éditeurs, quand on dit qu'on est garant de la qualité, c'est-à-dire qu'on prend le temps de faire les étapes de contrôle qui, de manière évidente, ne seront pas faites dans un parcours amateur, parce que c'est un savoir-faire professionnel. Et donc, à chaque étape de l'avancée du livre, il y a vraiment des étapes de contrôle à multiplier sur le fond, sur la forme, pour que le livre, à l'arrivée, soit le plus irréprochable possible, même s'il ne l'est jamais totalement. Et ça, c'est quand même le gage de la qualité de livre et qui se vendra mieux. Alors peut-être pour rebondir sur ce que dit Caroline, je prends la question de Jeanne. Peut-on proposer le projet d'un livre à un éditeur ou une éditrice sans avoir à l'avance tout le contenu écrit et visuel? Et du coup, avez-vous aussi un répertoire des maisons d'édition avec leurs contacts? Alors moi, j'adore la première question parce que je réponds un grand oui. Et moi, c'est les projets que je préfère quand on me contacte avec une matière. Hein. Il faut qu'il y ait une matière qui soit convaincante, mais quand tout le projet n'est pas finalisé, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que d'accompagner un artiste dans la conception de son livre et donc de l'aider à penser l'objet qu'il veut faire en termes de contenu visuel et en termes de contenu d'accompagnement, de texte, etc. Donc moi, je suis pas du tout, j'attends pas des projets complets quand on m'écrit. Et je sais qu'on est beaucoup d'éditeurs comme ça quand même. Et des répertoires de maisons d'édition avec leurs contacts, bah aujourd'hui, il y a le web, je dirais. Donc déjà, Wikipédia recense beaucoup de maisons d'édition. Après, il y a peut-être des bases de données d'éditeurs qui existent, hein, je pense. Moi, j'en ai pas particulièrement. Et avec les sites web, on a quand même assez facilement accès au contact des personnes aujourd'hui. Donc, je dirais que ça se trouve. Voilà, c'est un après, travail, mais pour moi, c'est important que les auteurs le fassent parce que ça les oblige à aller voir ce que les éditeurs font et d'envoyer des projets qui correspondent, comme je disais au départ, à la ligne éditoriale de l'éditeur. Et ça, si vous voulez des réponses, quand vous contactez des éditeurs, ça ne sert à rien de contacter des éditeurs dont vous n'avez pas vérifié le type de livre qu'ils produisent. C'est hyper, hyper, hyper important. après, un autre moyen, c'est d'aller regarder des librairies qui ont une spécialisation ou des rayons de librairies généralistes sur la thématique du livre que vous avez envie de publier. Parce que là, vous allez avoir une sélection de livres publiés par des éditeurs. Et donc, il suffit de noter les noms des éditeurs et ensuite aller voir leur site Internet. Et après, il y a les salons professionnels. Parce qu'évidemment, si tu veux être publié par Gallimard, ce n'est pas en écrivant tout simplement à contact@gallimard.fr que tu vas avoir une réponse. Donc là, au fait, il faut trouver au sein de la maison d'édition, qui peut être assez grande, la personne qui est même, c'est le cas de Pyramide, c'est un groupe quand même de plusieurs personnes. Et donc, au fait, il faut tomber sur la bonne personne au sein de la structure pour pouvoir avoir une réponse. Et donc, STF Moscato nous demande ensuite, en tant qu'éditeur, combien de projets recevez-vous et quelle est la proportion que vous éditez en moyenne? Et il poursuit, sur un budget, à quelle porte aller taper pour trouver de l'argent et des subventions? Existe-t-il une liste? Alors, pour la première question, c'est, je pense, aussi très variable d'une maison d'édition à l'autre. Et plus une maison publie de livres, plus elle va recevoir de manuscrits. En général, c'est comme ça. Nous, on est une petite structure. Je reçois en moyenne 2 manuscrits par jour, ce qui est déjà énorme à traiter. Et si on veut répondre à tout le monde. Et combien j'en édite en moyenne? Très, très, très peu.
Mais il faut comprendre que 80% des manuscrits qu'on reçoit ne correspondent pas à la ligne éditoriale de la maison. On en revient à ça. Ou alors proposent des projets qui, moi, me semblent pas du tout d'un niveau propre à la publication. Donc je pense qu'il y a aussi un manque de recul d'un certain nombre de personnes qui veulent publier et qui peut-être ne cherchent pas non plus de conseils autour d'eux et qui envoient des manuscrits qui n'ont pas la qualité d'une publication. Et nous, en tant qu'éditeurs, notre rôle, c'est de faire ce tri, en fait. Aussi d'un livre qu'on considère publiable et de projets qui ne nous paraissent pas publiables. Donc, je dirais que sur les projets intéressants que je reçois, j'en publie quand même une bonne proportion, mais je ne reçois pas beaucoup de projets vraiment intéressants. Et pour la question des subventions, alors ça évolue assez régulièrement, la question des subventions. Donc, il faut faire des recherches par rapport à ça sur les prix du livre. Donc, des prix, il y a de plus en plus de prix qui se créent. Les subventions de la DRAC, des DRAC, des régions. Il faut aller voir. Il y a le Centre national des arts plastiques qui a une subvention à l'édition, mais l'art urbain, c'est pas leur truc pour le moment. Donc, moi, j'ai jamais réussi à me faire aider pour des projets d'art urbain pour l'instant. Mais je sais qu'ils en discutent là-bas, donc ça viendra peut-être. Et il y a l'ADAGP que Jean connaît bien, où ils ont un certain nombre d'aides à la publication qui semblent intéressantes. Après, c'est toujours difficile d'obtenir les subventions, honnêtement. Donc, c'est pas parce qu'on présente un projet on va être choisi pour la subvention. Et il y a la possibilité de faire du crowdfunding, qui est quand même devenu une façon de financer des livres de beaucoup d'éditeurs et qui marche bien dans la mesure où on s'attache à faire un bon projet de crowdfunding avec un bon livre. En général, on trouve voilà, la possibilité de financer son livre. Un autre moyen qui passe par le privé, c'est celui de penser c'est un système qui est assez utilisé dans le milieu, surtout de l'art urbain, c'est de publier une édition limitée du livre qui peut être vendue avec une sérigraphie, avec une box qui contient le livre, avec une couverture différente, voilà, ou avec un dessin, voilà, en tout cas un objet en édition limitée qui inclut aussi le livre, qui peut être vendu à un réseau de collectionneurs qui vont payer le livre, mais en fait, ils savent que surtout, ils vont vraiment aider grandement le projet de publication entier du livre et pas seulement de l'édition limitée. Donc, alors, je ne ferai pas de nom parce que voilà, c'est aussi ça. Mais souvent, en fait, je connais même des artistes qui ont travaillé avec des grosses maisons d'édition et où la vente des éditions limitées a financé à 100% ou presque la réalisation du projet éditorial, par exemple. Je poursuis dans les questions. Quels conseils pourriez-vous faire à une association qui s'auto-édite par rapport notamment à la diffusion? C'est délicat. Moi, je vais dire mon avis en tant qu'éditeur et puis Christian, tu compléteras. Ce qui est délicat quand on s'auto-édite et qu'on soit une asso ou qu'on soit une personne, un artiste, c'est d'avoir le temps d'aller voir les structures, donc les structures de distribution, donc les librairies, les points de vente, ça peut être des galeries, et de présenter son projet. C'est vraiment l'autodistribution, c'est un vrai travail compliqué. Donc, il faut aller voir les libraires, leur présenter leur livre, notre livre, en espérant qu'ils aient le temps d'écouter ce qu'on a à leur dire, parce que les libraires sont des gens très occupés et ils n'ont pas toujours le temps que des personnes débarquent dans la librairie pour leur présenter des projets, parce ils doivent s'occuper des clients et de leur librairie. Donc, j'aurais envie de poser la question combien d'exemplaires on parle, parce que ça change tout en fait, aussi de savoir quel est le tirage. Moi, je dirais que c'est-à-dire la solution idéale qui ne m'a pas encore été proposée, malheureusement, c'est de dire, en fait, quand on a un projet de publication de ce type, se dire, OK, donc moi, je vais cibler un certain nombre de librairies et donc avoir déjà une liste des librairies dans lesquelles on souhaite avoir le livre
et préparer vraiment une offre commerciale où on sait qu'on va être peut-être perdant par rapport à la vente directe, mais au fait, ce qu'on est en train de payer là, c'est le fait d'avoir le livre disponible dans des magasins partout en France ou même à l'étranger. Donc, des librairies qui peuvent être intéressées par certaines publications, il n'y en a pas non plus des centaines, donc il suffit un peu de secouer l'arbre et de les identifier, et après les approcher avec une offre qui est très simple, qui est de dire, bah, écoute, j'ai publié ce livre, je te propose d'en prendre 5 ou 10 copies, je te fais une proposition à 35% et pas 30%, parce que c'est mine de rien, vous avez vu les marges des librairies, donc quand on renonce à ce 5% supplémentaire, on est en train vraiment de piocher dans notre propre portefeuille pour pouvoir défendre ce projet éditorial, et surtout de prévoir la prise en charge aux frais de l'éditeur des frais de port. Parce que si sur 5 copies, sur lesquelles moi je vais marger, je dis pour dire 50 €, je dois aussi payer 15 ou 20 € de frais de port, vous comprenez très bien que je suis quasiment en train de travailler gratuitement, voire en perte en tant que libraire. Donc, dans certains cas, je le fais parce que je veux vraiment soutenir des projets éditoriaux, mais voilà, cela implique que j'ai des limites et que je suis contraint parfois de répondre négativement, non pas parce que le projet ne m'intéresse pas, mais parce que économiquement, la solution qui m'est proposée n'est pas viable. Je complète ma réponse par rapport à la précision qui a été mise dans le chat. Donc 500 exemplaires, ça va me permettre de faire une petite remarque sur les tirages parce que j'ai oublié de vous en parler avant. Et c'est une question importante quand vous demandez comment on fait, c'est quoi un livre qui se vend bien. Ça veut dire quoi déjà un livre qui se vend bien? C'est quoi le nombre de livres qu'il faut atteindre vendus pour considérer qu'on a bien vendu son livre? Eh ben, il faut savoir que dans le livre d'art, là je vais parler de la photographie, mais un livre de photographie en moyenne est tiré à 500 exemplaires, quel qu'il soit, donc projet associatif ou pas projet associatif. Donc on est sur des micro-tirages. Donc un livre d'images, un livre d'art est considéré comme une très bonne vente à partir de 3000 exemplaires vendus, qui sont des chiffres aujourd'hui difficiles à atteindre. Donc ça, c'est juste pour vous donner des échelles. Quand vous réfléchissez à votre tirage et quand vous imaginez combien de livres vous êtes susceptible de vendre, voilà. Et souvent, j'entends des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que ça. Il faut se rendre compte de la réalité du marché du livre d'art. Donc, on revient à nos 1%, 2% des livres qui sont vendus. Et là, pour ces 500 exemplaires, eh ben, moi, je dirais qu'il faut être présent sur des événements, que ce soit des salons ou que ce soit des événements qu'on organise nous-mêmes, pour essayer d'en écouler un maximum en physique. Il faut effectivement faire ce que Christian disait, aller voir des points de vente sélectionnés et puis essayer d'en placer un maximum. Idéalement, il faudrait les mettre sur son site internet, le vendre en fait, qu'il soit accessible à la vente en ligne quelque part. Ça permet quand même de capter des acheteurs. Voilà, je pense à ça principalement. Voilà. Et moi, pour rebondir aussi sur cette question des tirages et pour préciser, je confirme que ça soit un livre de photos ou un livre d'art en général, 500 ou 1000 exemplaires, parce que dans le milieu du graffiti, notamment aussi, il y a une grosse communauté française, européenne, donc on peut effectivement avoir… Ah, pardon? C'est bon, pardon, c'est Yara qui partait. Donc, on peut avoir même 1000 exemplaires qui sont écoulés et vendus, mais 500, 1000 copies, ça reste encore un objet collector. C'est-à-dire que je prends des livres de graffiti comme Paris Saint-Lazare, comme le livre de Manque, Matière grise, qui a été imprimé à 1000 exemplaires. Et aujourd'hui, c'est des objets collector qui peuvent valoir une petite fortune sur le second marché parce que 1000 copies, finalement, n'étaient pas suffisamment, c'était pas un chiffre suffisamment grand. Mais quand je parle d'une édition limitée, ce que j'indique, c'est qu'on a un tirage qui peut être de 500 ou 1000 exemplaires. Et donc là, on sait déjà qu'on est quand même sur un tirage qui est limité dans l'édition. C'est la première édition, donc c'est le premier tirage. Et sur cette édition-là, en fait, on va extraire
20, 30, 50, 100 copies. On peut même décider d'en faire 27. Il n'y a pas besoin d'être sur un numéro voilà, par 10. Et ces copies-là vont être extraits du lot global et être personnalisées avec quelque chose qui les rend encore plus uniques et limités par rapport au premier tirage. Et après, ça a été le cas, voilà, on peut, si le livre part sold out, j'ai celui-ci de Greg Bojorquez, par exemple, que j'ai là derrière. Il avait fait un premier tirage de tête, c'est un livre de photos à 555 exemplaires, sans édition limitée, c'était donc juste le premier tirage, sold out immédiatement. Il a fait un deuxième tirage à 555 copies. Donc on aura là au final 1110 copies, mais sur 2 tirages différents qui vont avoir au final sur, on va dire, le marché libraire de collection, des valeurs différentes, parce que c'est toujours le premier tirage, celui qui prend plus de valeur avec le temps. Je rebondis encore juste une fois, mais c'est intéressant, Christian, ce que tu dis, parce que du coup, j'identifie aussi ce qui nous différencie, c'est que tu vends beaucoup de livres de collection. Ah oui, dans et le livre. nous, voilà, c'est ça, je pense que c'est aussi une différence. Nous, en tant qu'éditeurs, on va avoir des livres de collection éventuellement, mais déjà, c'est après un certain temps d'existence du livre. Donc, peut-être que j'ai des livres qui seront collecteurs dans quelques années. Et puis, la question du tirage de tête, effectivement, aujourd'hui, pour des artistes qui se publient, c'est quand même hyper important de faire ce fameux tirage limité qui aide à financer le livre et qui est une vraie réponse à pas mal de problématiques de publication. Merci, c'est super complémentaire vos réponses. Je vais poser la dernière question du chat qui concerne donc les types de professionnels sur le parcours de la création du livre. Voilà, lequel d'entre eux peut aider à l'écriture et à l'organisation du contenu texte, image dans le cadre de la publication d'un livre? C'est l'éditeur. C'est l'éditeur avec des méthodes de travail différentes selon les éditeurs. Donc, je ne peux pas garantir. Il n'y a pas une façon de faire. Chaque éditeur a sa façon de travailler, mais en tout cas, c'est son rôle d'accompagner la réflexion de l'artiste sur les contenus de son livre et l'organisation des contenus de son livre. Après, il peut y avoir, dans certains cas, il y a aussi, alors je vais utiliser le mot anglais qui est beaucoup moins problématique, le ghostwriter, c'est-à-dire on peut se faire accompagner par des écrivains, des journalistes qui vont en fait on leur raconte tout ce qu'on a à dire et ce sont ces personnes, ces auteurs qui vont se préoccuper de donner une forme, une structure, déjà une structure à tout ce qu'on a à dire et puis qui vont rédiger le texte qui nous sera soumis pour validation, pour relecture et tout ça. Mais bon, ça, c'est par exemple André Agassi ou le prince William ont écrit leurs livres comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps, ni l'envie, ni la plume pour faire un travail. Dans certains cas, je sais que certains artistes l'ont fait aussi, mais bon, c'est un coût supplémentaire qu'il faut rajouter à une économie qui est quand même, comme on l'a déjà vu, quand même assez limitée. Mais bon, pour certains cas, ça peut se justifier en tout cas, en complément du travail de l'éditeur, évidemment. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qu'on peut prendre avant de conclure? Je n'en vois pas d'autres dans le chat. C'est très complet, hein. Merci beaucoup Caroline et Christian pour toutes vos réponses et puis aussi la présentation de vos métiers, hein. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est su en amont, donc vous avez vraiment bien présenté à la fois les missions et puis aussi à la fois les difficultés et les limites aussi parfois de vos tâches. Et donc, on a une dernière question qu'on va pouvoir prendre. Est-il possible de trouver un diffuseur une fois imprimé l'auto-édition? C'est très, très, très difficile. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les diffuseurs, alors le nombre de livres augmente de manière exponentielle. Donc, toutes les catégories qui s'occupent de la distribution et de la vente des livres sont de plus en plus sollicitées chaque année. Donc, en fait, il faut faire un tri. Le travail avant, on pouvait se permettre de tout prendre.
Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on est submergé par les propositions éditoriales. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, depuis quelques années maintenant, il y a un diffuseur qui s'appelle Pollen, P-O-2-L-E-N, qui fait un travail, au fait, qui c'est pas un diffuseur classique qui juste fait une sélection de livres, prend une partie du stock et puis le distribue. Et ils font un travail, au fait, tu les payes, eux, ils te stockent les livres et ensuite, ils les mettent en diffusion. Ce qui ne veut pas dire que leurs commerciaux vont aller les proposer à des librairies. Mais cela veut dire que si toi, tu as une librairie qui veut le commander, la librairie peut commander facilement le livre et le recevoir après quelques jours. Mais c'est un coût, c'est-à-dire parce que tu payes le stockage et tu payes le service de diffusion en même temps. Donc, et je sais qu'eux, ils travaillent avec même des éditeurs, soit de revues, soit de magazines, ou soit des un ou deux livres, mais qui doivent justifier voilà, quand même l'intérêt de leur publication. Voilà. Et c'est un service payant. Bah, écoutez, merci pour toutes ces réponses. Si on n'en a pas d'autres, je vous propose peut-être de conclure cette session qui était donc très complète, qui sera disponible en replay. On a aussi le souhait avec Christian de créer une nouvelle page de ressources sur le site internet de la Fédération dédiée aux enjeux de publication, peut-être en reprenant aussi quelques questions qui ont été évoquées au cours de cette session. Donc, avec des liens, voilà, l'idée, c'est vraiment d'étoffer le site le plus possible pour répondre à tous vos besoins de création, de diffusion. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va mettre en place rapidement. Puis moi, j'avais juste peut-être une dernière question pour Christian. Où est-ce qu'on peut trouver ta librairie? Quelle est l'adresse? Alors, c'est 15 passages de Ménilmontant, dans le 11e à Paris. On n'est pas très loin du mur Oberkampf. Donc, voilà, on est un peu caché, mais vraiment pas très loin. Et sinon, ben, en ligne, sur le site de la librairie, tous les livres qui sont disponibles en magasin sont disponibles en temps réel aussi en ligne. Et donc, voilà, ceux qui ne vivent pas à Paris, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui, voilà, qui ne vit pas à Paris ou qui ne vit pas près de la librairie, peuvent en tout cas avoir en accès en temps réel à nos étagères. Et pour les éditions Harpon, donc il y a un site internet aussi, on peut prendre contact avec Caroline, j'imagine? Oui, pas de problème. Il y a un site internet avec mes coordonnées. C'est édition.harpon.com. Et voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas, Christian, Caroline, si vous vouliez ajouter quelque chose ou Jean Faucheur aussi, qui est président de la fédération, qui est à nos côtés à l'écoute de cette session. Merci à vous deux. En tout cas, c'était très complet, très pédagogique, on va dire. J'ai appris beaucoup de choses. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci pour vos questions, pour votre participation en visio, à défaut de se voir en vrai. Mais voilà, maintenant que vous avez quelques adresses en tête pour poursuivre et puis pour pouvoir diffuser vos ouvrages si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Et Merci à puis, vous. très bonne Merci à soirée à tous. toutes et à tous. Et bon courage pour vos projets. Tout à fait, tout à fait. Je les attends avec impatience. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.